J'aimerais commencer ce moment de partage par une histoire. Elle est tragique, certes, mais nous est très riche de contenu. Il s'agit d'Elisel, protagoniste du roman La voleuse de livres. L'auteur du roman est celui dont j'ai mentionné plus haut. Dans ce roman, qui a été aujourd'hui traduit en film, Lisel est une petite adolescente allemande qui se trouve dans un contexte de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Son papa meurt et sa maman se trouve contrainte d'envoyer ses enfants dans une famille d'accueil. Pendant leur voyage en train, pour retrouver la famille d'accueil, le petit frère de Lisel meurt. Lisel vole le livre du fossoyeur qui les aide à enterrer les défunts. Il est important de relever que Lisel n'était jamais allée à l'école. Elle découvre l'école grâce à sa nouvelle famille. Lisel rencontre des difficultés de lecture à l'école mais n'abandonne pas. Son père adoptif met à sa disposition un tableau où est inscrit l'alphabet. Lisel aimait les livres mais ne savait pas lire. Pour cela, elle commença à s'exercer seule. Que fait-elle? Tous les jours, après les cours, elle va rapidement à la maison, prend une craie et reproduit à côté de chaque lettre de l'alphabet de son tableau un mot contenant cette lettre de l'alphabet appris à l'école. C'est ainsi que Lisel accroît son vocabulaire et apprend à lire. La lecture nous permet de nous évader dans les pensées. Et c'est aussi ce que Lisel faisait. Elle s'évadait dans des pensées pendant des moments de bombardement, pendant les moments de remords, surtout quand elle pensait à son petit frère. Lisel continue sa petite histoire de vol de livres chez la femme du maire quand elle avait l'opportunité, puisque sa mère adoptive, pour vivre, lavait les vêtements de cette famille et quelquefois la femme du maire lui faisait cadeau de certains livres. La fin de l'histoire révèle que Lisel commence à écrire le livre La voleuse des livres. Quand un jour de retour de l'école, elle trouve que l'armée avait bombardé plusieurs quartiers, dont celui où elle vivait, et par conséquent, elle avait perdu ses parents adoptifs, ses amis et ses voisins. Dans cette grande douleur, avant de s'éloigner, elle fouilla parmi les escombres de leur maison ses livres. Et par la suite, elle put en trouver un qu'elle emporta avec elle. Lisel grandit et travaille dans la librairie du papa de son ami Max, qui avait perdu la vie pendant le bombardement. C'est ainsi qu'elle continue à écrire son livre et à les lire. Apprendre à lire, c'est mettre en œuvre ses multiples connaissances, compétences, en constante interaction les unes avec les autres, pour mettre au point, en toutes circonstances, une stratégie de recherche de sens. Nous distinguons plusieurs méthodes de lecture, dont je citerai quelques-unes. Nous avons la méthode globale, qui s'appuie sur les mots entiers. C'est la méthode du bas au BA. Les enfants apprennent à mémoriser les mots d'un bloc. C'est une méthode créée au début du XXe siècle par le pédagogue belge Oli de Crowley. Son objectif était d'aider les enfants en difficulté. Deuxièmement, nous avons la méthode syllabique,
qui consiste à établir une relation entre le son, les voyelles et les consonnes pour les associer en syllabes. C'est la méthode communément appelée BA-BA. Elle est née en 1762, proposée par le pasteur Jean-Georges Tibet. L'enfant apprend d'abord les sons que forment les lettres ou les ensembles de lettres pour ensuite les identifier dans les mots. Il faudrait souligner que cette méthode est évolutive, demande beaucoup de temps et de patience. Nous avons la méthode mixte, qui est l'utilisation simultanée de la méthode globale et la méthode syllabique. Il faut aussi souligner qu'il y a plusieurs méthodes mixtes. Chaque méthode a ses avantages et ses difficultés. Ne voulons pas trop rester dans l'explication de chaque méthode. Nous vous proposons dans quelques lignes ce que nous faisons quotidiennement au Centre éducatif catholique La Robertana avec les élèves. Premièrement, nous allons nous centrer sur les méthodes actuellement appliquées dans notre école. Au Centre éducatif catholique La Robertana, la lecture est systématique, c'est-à-dire obligatoire. À partir de l'école maternelle au Centre éducatif catholique La Robertana, la lecture a sa place. Cela est favorisé de prime abord par le récit des contes, l'apprentissage de l'alphabet, des syllabes et des mots. Nous ne parlons jamais de la lecture sans l'associer à l'écriture, parce que cela va de pair. Pour perpétuer cet apprentissage acquis dès la maternelle, nous approfondissons la lecture-écriture au primaire et au secondaire. Sachant que le meilleur moment pour apprendre à lire est entre 5 et 7 ans, nous avons utilisé des méthodes appropriées selon les étapes. La première méthode que nous avons mis en place à l'école primaire et surtout au degré élémentaire, c'est la méthode syllabique. Nous commençons toujours par l'apprentissage de l'alphabet. Celui-ci consiste à reconnaître les lettres de l'alphabet et à les regrouper en une, c'est-à-dire différencier les voyelles des consonnes. Après l'apprentissage des sons, il s'appuie sur la connaissance des différents sons en français. Nous croyons que la connaissance et la discrimination des sons favorisent l'apprentissage de la lecture et pour cela nous insistons sur les sons qui sont récurrents dans les mots et les phrases. Après l'apprentissage des sons, nous proposons l'association des lettres de l'alphabet et des sons pour obtenir des syllabes. À partir des syllabes, les apprenants peuvent facilement déchiffrer les mots. S'ensuit la formation des mots. Dans cette étape, l'association des syllabes pour former des mots dans un premier temps n'a pas pour objectif d'avoir un mot qui a un sens, mais plutôt d'aider les apprenants à comprendre d'où viennent les mots, qu'ils découvriront au fur et à mesure. Dans un deuxième temps, la formation des mots à partir des syllabes favorise rapidement la reconnaissance des mots qui ont un sens comme papa, maman et d'autres choses. Ensuite, après la formation des mots, nous entreprenons la formation des phrases avec des mots. Dans cette étape, nous demandons aux apprenants de nous produire des phrases à partir des mots. Puis, la production des petits textes à partir des phrases. Dans cette étape, nous favorisons l'esprit de créativité chez l'apprenant.
Celui-ci peut alors utiliser son imagination pour raconter une histoire. Il est bon de préciser que cette méthode est accompagnée de stratégies d'apprentissage. Nous utilisons généralement la carte mentale qui aide les apprenants à suivre une certaine logique dans la construction des phrases. Nous utilisons la répétition ainsi que la pratique de l'écriture. Nous avons constaté qu'avec cette méthode, les apprenants développent rapidement leur apprentissage de la lecture. Une fois que les apprenants ont bien appris les sons, ils déchiffrent tous les mots, même s'ils ne connaissent pas la signification. Ils apprennent le code qui leur permet de lire facilement. La progression dans l'apprentissage de la lecture passe du plus simple au plus complexe. Les apprenants portent beaucoup l'attention sur les syllabes, ce qui favorise l'orthographe des mots. Les élèves sont continuellement à la recherche de nouveaux textes pour lire. Ils développent petit à petit l'amour pour la lecture. Cependant, la pratique de cette méthode demande d'avoir beaucoup de patience parce qu'elle est évolutive et cela prend énormément de temps. Il est aussi bien de constater que la méthode globale apparaît quelquefois quand certains apprenants présentent des difficultés avec la méthode syllabique. Au degré moyen et terminal, nous pratiquons beaucoup plus la méthode mixte. Comme nous l'avons précisé plus haut, c'est une méthode qui naît du mélange de la méthode globale et de la méthode syllabique. Cela est dû au fait que certains apprenants qui sont nouveaux dans l'établissement et qui présentent des difficultés devraient être au niveau des autres qui sont un peu plus avancés. Cette méthode mixte vaut aussi pour travailler la compréhension des mots dans les textes, surtout dans leur contexte. Pour y parvenir, généralement nous procédons à la compréhension du texte par compétence. Premièrement, séparer les syllabes de chaque mot. Deuxièmement, savoir retrouver l'action. Ensuite, savoir retrouver qui fait l'action. Puis, savoir retrouver la cause. Et enfin, savoir retrouver où se passe l'action. Où se passe l'histoire. Toutes ces compétences mises en place pour favoriser la lecture du texte et sa compréhension sont orientées par un questionnaire pour chaque compétence. Cette méthode mixte que nous pratiquons avec les apprenants a montré ses avantages comme la recherche continue du sens des mots, l'enrichissement du vocabulaire des apprenants, la passion pour la lecture. Les apprenants nous abordent facilement pour demander un livre à lire. La communication facile entre les apprenants et les enseignants. La production des textes écrits. Le développement personnel. Nous constatons que cette méthode mixte présente certains risques, tels que la non-maîtrise des deux méthodes combinées par l'enseignant, la confusion que certains apprenants présentent au moment de séparer les mots en syllabes. Nous pensons qu'il est important de tenir compte de l'aspect psychologique dans les méthodes que nous utilisons. En réalité, tout le monde a un cerveau divisé en deux hémisphères, gauche et droite, qui sont bien évidemment reliés. Certains développent beaucoup l'hémisphère gauche et d'autres l'hémisphère droit. Ces deux hémisphères se complémentent. Pour autant, c'est très important de découvrir l'hémisphère dominant comme on découvre la main dominante de l'écriture chez l'enfant. Il est dit que l'hémisphère gauche serait le lieu de la création de l'enfant.
langage, de la parole, de l'écriture, des chiffres, de la logique et de l'analyse. Il produirait plutôt une pensée séquentielle, se déployant dans le temps et reliant un mot, un chiffre, un concept après l'autre, comme on bâtit un raisonnement pas à pas. L'hémisphère droit, lui, serait le lieu où le cerveau perçoit la notion d'espace, la pensée sans langage, le rêve, l'imagination, les couleurs, l'intuition, la synthèse. Il pourrait associer simultanément plusieurs concepts et procéderait plutôt par association d'éléments disparates. J'aimerais donner un exemple partant de moi-même par rapport à l'observation des enfants que nous avons à la maison ou à l'école. Quand j'étais petite, et déjà à la maternelle, parce que j'ai commencé la maternelle à 3 ans, j'utilisais la main gauche pour tout faire. Écrire, colorier, écrire, laver, j'utilisais la main gauche. C'était une grande préoccupation pour mes parents et mes amis, parce que j'étais l'unique qui utilisait la main gauche à la maison. Alors quand je suis allée à l'école primaire, mes parents et mes frères ont décidé de m'attacher la main gauche au moment d'étudier, et cela pendant toute la nuit. Question de m'obliger à utiliser la main droite. J'ai passé 3 années d'études avec ce calvaire. C'est vrai que j'étais un peu têtue, mais jamais souffert énormément. Finalement, ils ont réussi à me faire utiliser la main droite pour écrire, seulement pour écrire. J'utilise la main droite seulement pour écrire. Les autres choses, je les fais avec la main gauche. Je suis gauchère. Jusqu'aujourd'hui. Cela m'a troublé pendant longtemps, jusqu'au moment où je pouvais me défendre. Parce que la culture aussi était là pour me rappeler certaines choses. Par exemple, si je tendais ou recevais quelque chose avec la main gauche, je subissais des blâmes. À l'université, j'ai eu un débat avec une camarade qui se plaignait du fait qu'un autre camarade aimait tendre la main pour donner ou recevoir des choses avec la main gauche. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de juger l'autre. Et je crois que c'est ce jour que j'ai pu me libérer de ce fardeau discriminatoire. Quand j'ai osé lui dire de façon autoritaire que le monde ne pouvait pas imposer une seule façon de faire les choses parce que c'est conventionnel, puisque c'est ce qu'elle soulignait, le conventionnel. Tout le monde devrait utiliser la main droite parce que c'était ainsi, c'est ce qu'elle exprimait. Et chaque fois, elle me rappelait que la minorité ne peut pas changer cette vision de la chose. Et je lui ai promis que je la changerai. Et pour finir, je lui ai fait savoir que je suis gauchère, même si j'écris avec la main droite. Il est important de toujours tenir compte de l'aspect psychologique qui est un élément à considérer. Le fait de m'obliger à travailler avec la main droite m'a troublé énormément et m'a beaucoup bouleversé pendant mon cursus scolaire. Maintenant, nous abordons les démarches nécessaires pour apprendre à lire. Pour cela, nous utilisons certaines démarches pour permettre aux apprenants de développer leur apprentissage de la lecture dans une certaine liberté. 1. L'atelier de lecture. Cette démarche favorise un temps d'apprendre en groupe et soi-même à partir des livres ou des textes proposés. 2. La lecture compréhensive. Elle est faite le matin avant de commencer les leçons proprement dites. Dans cette démarche, nous proposons des romans pour développer non seulement l'apprentissage de la lecture, mais aussi la littérature, qui est un autre moyen de se relationner avec la lecture.
Au degré élémentaire, les romans proposés sont généralement des livres avec des images. 3. Le théâtre. À partir de celui-ci, l'apprentissage de la lecture se fait par l'imaginaire. 4. Le projet pédagogique. Nous utilisons cette démarche en créant des projets pédagogiques liés à la lecture-écriture sur un temps déterminé. 5. Le rallye lecture et écriture. C'est la même logique. En rallye lecture-écriture, il est proposé un texte aux apprenants du degré élémentaire et moyen. Et après la lecture du dit texte, ils écrivent le même texte sur un temps précis. Au degré terminal, nous proposons des livres de lecture sous toutes ses formes: romans, légendes, fables, bandes dessinées et d'autres. Ils ont un temps pour lire un livre chaque fois qu'ils auront cette activité jusqu'à le terminer et après cela relater l'histoire à leurs camarades. À la fin de l'année, l'élève évalue le nombre de livres qu'il a exploités. 6. La célébration du jour du livre à l'école. Cette activité est réalisée chaque année à l'école et se diversifie par des activités concrètes chaque année, telles que la lecture rapide, le concours de lecture, le récit d'un roman déjà lu, les débats sur la lecture et bien d'autres choses. Il est important d'avoir un esprit ouvert à toute nouveauté. Nous avons un principe. Quand une stratégie ne fonctionne pas sur un temps déterminé, il faut la changer. Ce n'est pas parce qu'un scientifique, un philosophe, un psychologue ou encore un chercheur quelconque a fait une découverte qui fonctionne que cela veut dire que cette découverte est absolue. On découvre tous les jours. À partir de toutes les théories des chercheurs, si nous sommes ouverts à la nature, si nous sommes prompts à résoudre des problèmes qu'elle a créés, nous pouvons, à la mesure de notre intelligence, de notre sens et bien d'autres capacités d'innover, voire de créer des stratégies qui permettent d'améliorer l'apprentissage de la lecture dans nos différentes structures, écoles, foyers et autres. Nous exhortons les enseignants de beaucoup lire et de s'auto-former sans se lasser. La tendance à lâcher parce que ça prend du temps n'encourage pas les élèves à se démarquer. L'exemple viendra toujours des formateurs, puisque les enfants ont l'habitude d'imiter. Nous exhortons les écoles de prendre au sérieux l'importance d'apprendre à lire. Le laxisme n'aide jamais. C'est un chemin long, apprendre à lire, mais important. Aux chefs d'établissement et aux autorités éducatives, nous vous supplions de ne pas laisser passer l'opportunité qui permettra aux apprenants d'apprendre à lire. C'est l'unique possibilité pour eux d'être des personnes dans la société. Soyons responsables de la formation de chaque élève que la vie nous confie. Soyons des rêveurs d'une bonne formation, des autodidactes, des lecteurs et des innovateurs. Aux parents, nous leur suggérons d'encadrer les enfants et surtout d'être les premiers à aimer les livres. La lecture a de nombreux avantages. Avec le temps, vos enfants découvriront que la lecture permet de communiquer et de partager des idées, de s'informer, de comprendre des instructions, de plonger dans des univers qui stimulent l'imaginaire, de développer la patience et la capacité de concentration, de préserver la mémoire, d'accéder à une masse de connaissances accumulées
au fil du temps, de développer la pensée, de libérer l'esprit et le génie qui sont en nous et pour bien d'autres choses. Pour tout cela, nous vous demandons d'acheter des tableaux pour que vos enfants apprennent avec sérénité. Offrez des livres comme cadeau à vos enfants. C'est un grand bien. Accompagnez-les dans leur formation quotidienne. N'attendez pas seulement le pourcentage de réussite en fin d'année scolaire, car la réussite se construit du jour au jour. Efforcez-vous pour que ceci ait une formation solide en tout. Encouragez-les à être en contact avec les livres en fréquentant des bibliothèques et des librairies quand ce sera possible. Créons des espaces de lecture pour nos enfants et favorisons ainsi la culture et la passion pour la lecture.